Donc oui, bonjour à tous. En première partie de cette vidéo, je vais vous faire écouter une vidéo de nos responsables politiques. Sachez que cette vidéo a 6 ans. Donc vous pourrez constater ce qui s'est passé depuis 6 ans. Et juste derrière cette vidéo très courte, je fais intervenir mes deux amis. Je vous dis à tout de suite. Les projets alimentaires territoriaux, ce sont des démarches de terrain volontaires, collectives. C'est un rassemblement d'acteurs intéressés par la question de l'alimentation qui se regroupent, qui établissent un diagnostic du territoire et qui recherchent et mettent en œuvre des solutions concrètes pour répondre à des problématiques locales. Les projets alimentaires territoriaux peuvent s'étendre sur des échelles de territoire très différentes, de la petite commune à la grande région, en passant par les parcs naturels régionaux, les pays ou les départements. Les projets alimentaires territoriaux peuvent plutôt avoir une visée sociale, économique ou environnementale, mais généralement c'est la combinaison de plusieurs de ces aspects qui est traitée dans ces projets. Par exemple, mieux préserver la biodiversité et la qualité de l'eau, ou autre exemple, redynamiser le tissu économique local, ou encore augmenter la part en produits bio et locaux dans les cantines. Ce qui rassemble ces démarches, c'est leur caractère collectif, commun, et le fait qu'elles prennent en compte le sujet de l'alimentation dans son ensemble d'une manière globale. Le rôle du ministère de l'Agriculture, c'est d'abord de donner un cadre national à ces initiatives de terrain. Ça peut prendre différentes formes, mais par exemple, l'appel à projet national du Programme national pour l'alimentation fait un focus depuis 2 ans sur les projets alimentaires territoriaux et donne aux lauréats de la visibilité en plus d'un soutien financier. En 2017, un dispositif de reconnaissance a été créé qui permet d'apposer un logo sur les documents de communication du projet ou sur son site internet, ce qui permet d'avoir au projet plus de légitimité, plus de visibilité. Les États généraux de l'alimentation ont confirmé le rôle moteur des projets alimentaires territoriaux dans le développement des territoires. La feuille de route qui en est issue nous demande donc d'accélérer le développement de ces projets alimentaires territoriaux en y développant les aspects environnementaux, de justice sociale, c'est-à-dire l'accès des personnes les plus vulnérables à une alimentation de qualité, et le lien entre l'alimentation et la santé. Aujourd'hui, 11 projets alimentaires territoriaux ont été reconnus par le ministère de l'Agriculture comme des démarches abouties. On a une dizaine de dossiers en plus qui doivent être prochainement déposés pour obtenir cette reconnaissance. Et sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'on a de très nombreuses initiatives qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se développer. Ce qui est la preuve que les acteurs de terrain considèrent que ces démarches sont utiles pour mieux produire et mieux s'alimenter. Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui sur ma chaîne, j'accueille donc Alexandre qui a lancé cette belle initiative SOS Mère et mon ami Michel du 61, le beau pays de l'Orne. Alors comment je vais te donner la parole Alexandre. Tu n'oublieras pas parce que souvent on oublie de le préciser. Je vais démarrer comme ça puis je vais te donner la parole. SOS Mère, hein, tout ce qui est circuit court, les projets alimentaires de territorial, c'est apolitique et asyndical. C'est-à-dire que les gens qui viennent rejoindre ce que tu fais, moi je donne un coup de main à mon niveau comme je peux, les gens peuvent venir avec une étiquette politique, mais ils ne parlent pas de politique dans SOS Mère. Il n'y a pas de drapeau ni de banderole. Allez, à toi Alexandre, je te donne la parole. Non, il n'y a pas de drapeau ni de banderole parce que l'idée, c'est quand même qu'on s'encapacite. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Ça vient d'encapacité, ça vient de se mettre en capacité. Et en gros, il faut arrêter justement de déléguer son pouvoir et être justement son propre pouvoir. Et au-delà des partis politiques, ce qui est important, c'est de se rappeler que ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est quand même la loi. Alors, toutes les lois ne sont pas parfaites. Effectivement, on peut rétorquer qu'il y a eu des choses légales et qui étaient abjectes, hein. L'apartheid était légal, la déportation des Juifs et des anormaux, suivant un ordre, était anormal. Bref, l'esclavagisme était aussi légal. Oui, bon, d'accord, on peut toujours rentrer dans le légal, c'est pas juste, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, les êtres humains, on a quand même besoin de structure. Et aujourd'hui, la société fonctionne quand même
parce que les gens respectent majoritairement les règles. Bon. Et donc, il existe des lois qui sont majoritairement des lois d'intérêt général. D'accord? Et ce qui permet de structurer l'action SOS Mère, c'est des gens qui s'en capacitent en connaissant leurs droits et ce que les élus doivent appliquer comme droit. Alors, la première des choses, c'est que le droit à l'information, c'est primordial dans le cadre de la sécurité civile. Vous habitez une commune. Sur cette commune, il existe des risques. Inondations, sécheresse, gonflement des argiles. Il peut y avoir tout un tas de risques, et y compris les cyberattaques, nous allons y revenir, et les risques attentats, qui rentrent maintenant dans le cadre des risques majeurs. Et donc, le droit à l'information consiste à ce que la commune de laquelle vous dépendez puisse vous dire quoi faire en cas de crise. C'est pour ça qu'il existe pour les élus le plan communal de sauvegarde, qui leur crée un schéma directeur en cas de crise. Les élus, alors ça peut être le maire qui fait des opérations de secours, mais imaginons que le maire, il lui arrive quelque chose malheureusement, et que d'autres élus doivent prendre le relais, eh ben, il faut qu'il y ait quand même un schéma directeur. Bon. Et le DICRIM, l'acronyme de Document d'information communale sur les risques majeurs, permet aux administrés de la commune de savoir quoi faire pour que justement, en cas de crise, tout le monde ne court pas dans tous les sens, mais au contraire, puisse aider à la gestion de crise plutôt que créer des suraccidents. Le suraccident étant, ah ben, je veux essayer d'aider, sauf que à ce moment-là, je vais être mal positionné sur la route, par exemple. Imaginez, il y a eu un accident de la route. Le suraccident, c'est quand quelqu'un veut aider, il se met lui-même sur la route pour essayer de sortir celui qui a eu l'accident, il se fait shooter par une voiture qui n'a pas vu qu'il y avait eu un accident. Vous voyez, le suraccident, ça peut être ça. Ça peut être, dans le cadre de la sécurité civile et dans le cadre de ce dont on parle, le dit crime, ça peut être aller chercher ses enfants à l'école parce qu'il y a une fuite dangereuse sur une centrale nucléaire, alors que dans le fameux dit crime, il va être spécifié que vous, les parents, n'allez pas chercher les enfants à l'école. On les prend en compte, et au-delà de ça, si vous venez tous, les parents, bloquer les rues, par exemple dans des petites communes où les pompiers devraient passer et donc ils sont bloqués par les embouteillages, eh ben, on crée un fameux suraccident. Alors je ferme ce volet, mais c'est vraiment pour rappeler l'importance du droit à l'information, de la nécessité d'acculturer, donc de cultiver les gens sur le risque. Pourquoi? Parce que plus ça va aller, plus les crises au regard des modifications climatiques, on ne parle pas de réchauffement particulièrement, on parle de problèmes climatiques qui sont de plus en plus réguliers. Vous le vivez dans le monde agricole avec des grêles. Euh, Au niveau assurantiel, ça se voit. De plus en plus, les assurances prennent en ligne de compte qu'il y a des problèmes climatiques. Il y a les cyberattaques, ça c'est pas une petite affaire, parce que la cyberattaque peut justement, à un moment, bloquer les approvisionnements alimentaires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la majeure partie des gens dépendent donc de la grande distribution des circuits internationaux. La majorité des consommateurs français consomment à travers ces circuits-là, qui sont dépendants de l'énergie. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de blocus énergétique et un bon fonctionnement d'Internet. Et le simple fait de neutraliser Internet peut créer des dysfonctionnements. C'est-à-dire que les livreurs ne savent plus où livrer, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus. Et comme aujourd'hui, on a une faille de sécurité critique au niveau de la culture des populations, parce que ces populations ne savent pas que ça peut arriver, parce que les communes ne parlent pas de ces choses-là, eh ben, comme les gens ne savent pas s'organiser, eh ben, on retrouve très régulièrement, dès qu'il y a un peu des craintes de pénurie, même quand la pénurie n'est pas arrivée, quand il y a des craintes de pénurie, des gens qui vont se battre pour du PQ, hein, c'est ce qu'on a vu à la période Covid, ou dès qu'on dit qu'on risque de manquer de pétrole, euh, on remplit des bidons. Donc, on peut créer, et des États,
des terroristes peuvent créer les conditions aujourd'hui euh, de graves troubles à l'ordre public Oui, oui. sur nos territoires. Alors, bon, tout ça, vous en doutez un tout petit peu. Et donc, comment on remédie à toutes ces problématiques une fois qu'on a fait ces constats? Parce que c'est bien beau de faire flipper tout le monde. Si derrière, il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien, il faut se taire. Par ailleurs, vivons insouciants. On ne peut pas se permettre. Donc, l'idée, c'est d'associer des idées. C'est ce que généralement la société n'aime pas. La société aime bien s'occuper d'un sujet et pas de l'autre, parce que ça fait trop de charge mentale. Oui, mais là, face à ce que nous sommes en train de vivre, il faut associer les sujets. Donc, quand nous, SOS Mère, on parle de l'acculturation au risque, quand on parle de demander aux communes d'être à jour des plans communaux de sauvegarde, de pouvoir communiquer sur les dits crimes, on demande insidieusement à ce que la production alimentaire soit prise en ligne de compte. Alors ça nous ramène sur un autre sujet. On a parlé de sécurité civile, là on parle de PAT, projet alimentaire territorial. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, sous couvert de l'écologie, pour de bonnes raisons, il y a eu une volonté politique de mettre en place des projets alimentaires territoriaux qui visent à relocaliser l'alimentation, à vérifier qu'on ne détruise pas, ce qui permet aux producteurs locaux de faire pousser de la nourriture, donc ne pas détruire les sols, essayer d'avoir une démarche vertueuse. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que ces PAT sont super sur le papier. Mais quand on creuse un petit peu, aujourd'hui, il n'y a pas assez de communication sur ces PAT, il n'y a pas assez de personnes qui puissent donc s'engager sur ces PAT. Et puis, il y a des petits malins, toujours les mêmes, qui, eux, sont toujours en veille de savoir où vont aller des budgets d'État pour pouvoir les récupérer. Et souvent, ces petits malins, on s'aperçoit qu'ils sont petits malins, mais issus de très gros business. Alors, nous, notre démarche, c'est de dire, on a des petits producteurs à la peine. Il existe le SAMU social agricole qui en parle, et on se dit que c'est pas normal qu'il existe des budgets français. Donc, je suis contribuable, vous êtes contribuable, vous participez au financement de choses qui devraient servir l'intérêt général. Il existe des budgets européens pour que la production alimentaire locale soit favorisée, non pas dans un cadre de délit de favoritisme, mais beaucoup plus dans un cadre systémique. On favorise ce qui va nous permettre deux choses: d'agir sur les leviers plus écologiques, mais aussi sur un levier qui est majeur, parce qu'on ne fait pas d'écologie une fois qu'on est mort, la sécurité nationale. Alors quand je dis on ne fait pas d'écologie quand on est mort, c'est parce que justement, si on n'est pas capable aujourd'hui d'entendre, quand on est élu, qu'on a une vulnérabilité critique qui s'appelle l'alimentation, qui à tout moment peut, suivant les services secrets danois, c'est tombé avant-hier, être mise à mal par des attaques de puissances étrangères. Hein. Je vous laisse faire les liens. Si on est élu, qu'on n'est pas capable de protéger sa population, en 2026, il ne faut pas du tout élire ce genre de personnage. Ça devient trop critique. Et les PAT ne doivent pas rester des coquilles vides. On ne peut pas laisser des gens chargés de PAT tout seuls, créer pour tout le monde les conditions d'une bonne répartition donc de l'argent du contribuable français et européen. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation. Alors, ce que nous faisons, et je libère la parole, c'est que nous aidons à la hauteur de nos moyens, parce que ça demande beaucoup de temps, nous aidons beaucoup de producteurs locaux qui sont à la peine aujourd'hui à identifier quel est le chargé de PAT, à s'inscrire sur un site qui s'appelle France PAT. Vous avez sur France PAT, écoutez, je vais le faire en direct pour vous, 454 PAT recensés. Et vous avez aujourd'hui 21, voire 22, si ça a bien été pris en compte dernièrement, acteurs du PAT.
Et quand vous lisez un peu qui sont les acteurs du PAT, on a très très peu de producteurs locaux. Il faut absolument qu'il y ait un mouvement national de mobilisation des acteurs locaux, des nourriciers locaux, pour qu'on puisse utiliser l'argent à bon escient, qu'on puisse faire savoir que la production alimentaire locale, ça se paye au juste prix. Donc c'est la fameuse main sur la facture, Philippe. Il faut que ça se paye au juste prix, parce que dans ce prix, il n'y a pas seulement la dignité et l'éthique qui permet au producteur de vivre décemment de sa production et donc de perdurer sur le temps, parce que si progressivement tout le monde se suicide, ben, il n'y aura pas de résilience alimentaire, il n'y aura donc pas de sécurité nationale, c'est une faute grave, une faute lourde. Ça, c'est la première chose. Donc, les producteurs doivent payer être rémunérés le juste prix. Et ce prix, qui n'est pas plus cher quand on calcule, quand on voit beaucoup d'exemples en France où il y a eu une volonté politique de la commune ou du département, voire de la région, de consommer local, on voit que ce n'est pas plus cher. Mais admettons que ça soit plus cher, c'est pas grave. Ce prix-là, c'est le prix de l'assurabilité. Pourquoi? Parce que l'inassurabilité des communes est devenue un enjeu d'assurance. Le modèle assurantiel, c'est tout le monde met au pot, d'accord? C'est tout le monde met au pot. Et le jour où il y a un problème, eh ben, c'est la solidarité qui vient rembourser celui qui a eu un sinistre. Ce modèle est en train d'exploser en vol. Ce sont des communes qui ne sont plus assurées. Donc, je reviens en arrière quand on parle de payer le juste prix pour les producteurs. On s'assure un avenir écologique et on s'assure des réserves, des réserves d'approvisionnement alimentaire qui rentrent dans le cadre de ce qui est prévu dans le Code de la sécurité intérieure. Le Code de la sécurité intérieure, c'est pas un petit code, c'est notre protection nationale. Voilà. Avec le maintien, excuse-moi de rajouter, le maintien des emplois sur les territoires, emplois non délocalisables. Vas-y, Michel. Oui, bonsoir à tous. Et je crois qu'on a un véritable problème culturel en France. On a un gros problème culturel. Je crois qu'on a hérité ça de l'immédiate après-guerre, justement avec le plan des médias américains Bloom Barnes. Hein, c'est ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Je pense qu'on est là-dedans depuis l'après-guerre. Et si on raisonne en matière de sécurité civile et autres, moi, pour avoir fréquenté l'Allemagne, la Suisse, je m'aperçois que c'est des pays qui ont une vraie politique de la sécurité civile, hein, notamment les Allemands, les Suisses aussi. Hein, en cas de crise, on demande à la population d'avoir un minimum de vivres. En France, il n'y a strictement rien. Il n'y a aucune culture de cette nature-là en France. C'est incroyable. Et effectivement, on n'est pas à l'abri de crise. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, on a trop déresponsabilisé les populations. Aujourd'hui, les gens se laissent porter. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui espèrent entre les partis de gauche, les partis de droite. Il y a pas de sauveur en politique. Et aujourd'hui, c'est pire. C'est pire parce que là, quand on connaît bien les milieux politiques, moi j'en connais quelques-uns, des gens que j'ai côtoyés de très près, je m'aperçois qu'on n'a plus que des gens qui sont des carriéristes. Et c'est pour ça que je pousse la société civile à réfléchir, à s'unir. Et puis il y a une chose qui doit primer, c'est l'intérêt général. C'est de trouver les bonnes personnes qui commencent par dire je, mais quand on a suffisamment trouvé d'éléments qui parlent avec le jeu, c'est le jeu qui doit s'effacer pour laisser la place au nous. C'est toute l'intelligence de groupe qui doit prendre le relais. Alors ça, c'est vachement important. Et ça, on a culturellement un problème en France. On a un gros problème de culture à ce niveau-là. Et je trouve que les PAT, ça peut être un magnifique tremplin. Premièrement, pour remettre de l'activité dans des territoires qui n'en ont plus. Parce que quand on regarde la carte des départements français, on s'aperçoit qu'on a un tiers des départements qui sont des départements moribonds, où il n'y a plus d'activité. Hein, quand on regarde la carte des départements qui génèrent un peu de bonus en matière économique, ce sont en gros les territoires qui sont sur le littoral atlantique, hein, Ille-et-Vilaine, puis après Morbihan et on descend jusqu'à la frontière espagnole.
tous ces départements littoraux génèrent de l'activité, gagnent de la population. On a la même chose sur l'arc méditerranéen. Et puis on a ça avec les départements aussi qui sont frontaliers avec des pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Alors ça pose de graves questions parce que là on est en train de se dire tout le cœur du pays, lui, il est en train de crever en fait. Notre pays économiquement est en train de mourir. On s'aperçoit que c'est tous les départements qui ont des échanges avec l'extérieur, soit avec les zones portuaires ou soit avec l'extérieur, qui sont en train de prendre de la population et qui sont en train de créer un peu de richesse. Donc il y a un véritable problème à ce niveau-là. Ça peut être aussi un magnifique outil pour réimplanter des variétés locales. On a fait une grosse erreur en France, on a voulu pousser tout le monde à faire de la céréale, mais on avait des terres, je vois les terres sur Châteaudun par exemple, hein, Orléans, Châteaudun, à l'origine c'était des terres où on élevait du mouton. Aujourd'hui, on met des gens à faire de l'agriculture dans ces terres-là qui n'ont pas de gros potentiel, ce qui fait que c'est ce qui met en fait les agriculteurs en difficulté parce que ils ont tout le boulot, ils ont des frais, mais le rendement est pas là. Donc on a fait une connerie monumentale en voulant faire de la culture partout. Je pense que les PAT, c'est justement, ça peut être culturellement et autres. On pourrait réinstaller des variétés qui étaient là à l'origine. Hein, il y avait une raison pour laquelle ces variétés étaient là. Et aujourd'hui, de toute façon, effectivement, on a l'impression que les Français n'ont plus de culture. Or, pour savoir vers où on veut aller, il faut déjà savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, on a une espèce d'agriculture à la mode américaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être vraiment un outil pour remettre les bonnes productions à la bonne place dans les bons terroirs. Ça peut être ça aussi. Ça peut être très intéressant. Et on doit permettre aussi à la société civile de penser le monde de demain. Alors moi, j'en veux énormément, hein, mais là, je parle pas sur le plan politique. Mais quand on parle d'écologie, moi, j'en veux énormément à une personne comme Greta Thunberg, par exemple. Hein, quand on voit cette personne-là, Sainte Greta, je pense qu'à un moment donné, il va falloir lui donner la vraie place qu'elle mérite. Hein, c'est de la remettre sur le bûcher, cette personne. Hein, on a foutu une gamine qui s'est déscolarisée, en train de parler au monde entier, en train de foutre la panique chez les gamins. On va tous mourir, en clair. Hein. Et en fait, on a semé le désordre partout chez les jeunes, parce que les gamins, aujourd'hui, ils ont l'impression que l'écologie, dans 3 ans, ça y est, c'est fini. Ils vont avoir le sol cramé, il y a plus rien à faire. On est sur de l'autosuicide en France et en Europe. On est en train de se suicider économiquement avec l'écologie, la fausse écologie, ce qu'on appelle l'escrologie. Et par contre, la Chine, des pays comme les États-Unis, eux, qui sont des militants nationaux, rassurez-vous, ces gens-là, ils vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Ils vont commencer America First. Hein. Ils vont commencer eux à regarder leur propre économie. Et là, nous, on est en train d'avoir des idées de bobos hein, en matière écologique, mais on va payer très cher parce qu'on va complètement anéantir nos productions. On est là-dedans. Donc, je pense que oui, il y a des problèmes écologiques dans l'agriculture. Il faut parler des vrais problèmes. Il faut oser en parler. Ça dérange. Hein. Moi, je peux comprendre que j'étais agriculteur, j'ai participé à ça. Hein. Je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Dans certaines productions, effectivement, il y a des produits bourrés de pesticides pour X raisons, parce que c'est des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Et puis les produits qui ont une forte valeur ajoutée, on va en produire plus pour gagner plus, ce qui est normal. Mais ça génère des problèmes, on peut pas gagner. Faut reconnaître là où le bas blesse, il faut en parler. Donc, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et on a un travail à faire là-dessus. Moi, je pense que les PAT, c'est remettre de la qualité dans l'assiette. Quand on remet de la qualité, on remet de la santé dans son assiette. Et acheter avec de la proximité. Parce que quand acheter à proximité, c'est l'acte écologique par excellence. Ça n'a aucun bon sens d'aller faire venir de la tomate du Maroc, alors que les tomates, on peut les produire chez nous. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aller au plus court dans le circuit, justement pour redonner du revenu à celui qui le mérite, c'est-à-dire le producteur. Hein, toute la série d'émissions que j'ai fait avec Philippe, je vous ai démontré qu'en fait, l'agriculteur et le producteur, il était victime que d'une catégorie, la seule catégorie, c'est le secteur marchand. Le secteur marchand, les grandes coopératives, tous ceux qui ont été les pouces au crime. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est profitons, achetons à proximité pour garantir notre sécurité alimentaire.
et puis redonnons du producteur à ceux qui doivent gagner leur vie comme tout le monde. Voilà, je pense que les PAT, ça fait partie d'un outil qui peut être vraiment intéressant. En fait, Michel, c'est le secteur économique, c'est pas les agriculteurs comme tu dis, où il y a de la forte valeur ajoutée. Il y a eu beaucoup d'utilisation de phytosanitaires, pire encore dans certains pays étrangers. C'est le système qui a conditionné les agriculteurs à ça, avec les formations, avec les écoles, avec les coopératives. Et ça nous a entraînés dans un système, malgré nous, où on a été dans la spirale de produire toujours plus. Et plus on produit, moins on gagne d'argent. Plus on traite nos cultures, enfin, en moyenne, hein, en règle générale, hein, pareil pour les animaux. Et en fait, on a été victimes nous-mêmes du modèle qu'on nous a inculqué. Vas-y, Alexandre, si tu veux répondre et préciser. Alors, il faudra préciser que le juste prix, c'est là, je ne sais pas comment, il faudrait peut-être faire quelques visioconférences avec des agriculteurs qui s'engagent dans les PAT, parce que ça dépend ce on appelle un juste prix. La notion de coût de production, c'est bien que l'agriculteur reprenne sa facture, mais il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi sur le terrain. C'est-à-dire, faut être dans le bon sens, ni s'effondrer dans les prix pour piquer le petit voisin, ni faire du grand n'importe quoi. Et les coûts de production, si les gens sont censés, on les connaît, hein. Les vrais coûts de production, pas les faux. Vas-y, Alexandre. Pour rebondir sur ce qu'a dit Michel, il a dépeint assez bien l'effondrisme comme le sensationnalisme, qui est une vraie plaie aujourd'hui pour notre société. Pourquoi? Parce que le sensationnalisme, donc créer des peurs, hein, faire que ça soit sans sas, ça finit par faire perdurer la société du spectacle, dans le sens où les personnes attendent qu'on leur dise ce qui va se passer et ils ne bougent pas. D'accord? Il y a tout un tas d'études qui sont sorties scientifiques, qui peuvent être les plus crédibles possibles. Mais moi, la question que je pose toujours, c'est quand est-ce que ça pousse les gens à les mettre à l'action? Alors, ça pousse certaines personnes, très militantes souvent. Mais là, les enjeux, c'est de mettre en action la société civile, celle qui s'en fout un peu. C'est celle-ci qui est importante. Enfin, le cœur militant, c'est super parce que c'est un bon moteur, mais c'est des petits moteurs. Ce qui est intéressant, c'est quand Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde commencent à s'engager dans des démarches de résilience. Alors c'est pour ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle Face à l'effondrement. Remarquez que c'est entre guillemets. Rappelez-vous, avant la période Covid, et j'en faisais partie. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de l'effondrement. Rappelez-vous, il y avait Édouard Philippe qui avait fait une émission avec Nicolas Hulot parlant d'effondrement. Mais c'est quoi l'effondrement? Une nouvelle fois, c'est faire flipper tout le monde pour dire ah, bah, ça va se casser la figure. Mais qu'est-ce que ce sont qui sont ces gens qui, derrière ça, vendent juste du bouquin? Alors moi, je suis peut-être mal placé, mais là où on n'est pas mal placé, c'est que derrière nous, on donne des méthodes pour que les gens ne restent pas dans la peur, mais au contraire, et c'est d'ailleurs la belle histoire de ce livre, en 2018, quand Marjolaine Godard, qui est la co-autrice de ce livre, est venue me voir, c'est parce qu'elle avait peur des discours effondristes. Elle entendait qu'à un moment, si ça se cassait la figure, bah elle, maman de deux enfants, elle devrait faire face à des mecs armés. Et vous imaginez dans la psychologie des foules, ce que ça donne, c'est une catastrophe. Donc l'effondrisme, ça ne sert à rien comme le sensationnalisme qui maintient les gens prostrés le cul dans le fauteuil du spectateur et n'agissent pas. Alors, aussi, pour rebondir sur ce que disait Michel, voilà. Vous voyez ça, c'est le kit d'urgence 72 heures. Le kit d'urgence 72 heures, alors, je suppose que vous n'êtes pas au courant que tous les Français, mais même tous les Européens, doivent avoir ce kit d'urgence pour faire face 72 heures en cas d'impossibilité pour les secours de venir vous récupérer si vous êtes sinistré. Donc, vous devez faire face tout seul. Bon. La question à poser au chargé de PAT, la question à poser à votre maire, la question à poser à votre préfet, la question à poser à tous les responsables de votre sécurité sur un territoire, c'est, vous voyez, parmi c'est tout petit, on s'en excuse et il fait son Oui. nourriture,
est dans ce package de kit 72 heures. À la 73e heure, où va-t-on se ravitailler? Si tu peux en même temps, Alexandre, faire ton mot de conclusion, il restera 5 minutes derrière pour, si on veut pas faire des vidéos trop longues pour Michel. Vas-y. Voilà. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous acculturons. Là, vous voyez, le monsieur là qui porte un petit camion dans une salle où on fait une conférence spectacle, c'est un élu. Lui, il est dans cette conférence spectacle, il est chargé de transporter les aliments qu'il y a répartis dans la salle. Et au premier rang, il y a les producteurs locaux qui, avec une salle remplie, hein, là, ce que je vous montre, c'était une commune où sur 300 habitants, il y en avait plus de 100 dans la salle. Donc c'est quand même une belle proportion. Les habitants sont venus là pour écouter une conférence sur justement la résilience. Quand l'élu a été bloqué par Internet, il ne pouvait plus aller chercher les produits des uns et des autres. Eh ben, on s'est aperçu que, ben, il n'y avait plus assez. Parce que les producteurs locaux qui étaient au premier rang, c'était réparti par distance, ils se sont levés, on dit non, on ne peut pas nourrir toute la salle. Ça, c'est une version flash qui s'organise avec les vrais paramètres, hein, des vrais paramètres du territoire, pour que l'acculturation du risque fasse boum dans la tête des gens. Et qu'on comprenne que les producteurs, là, les quelques-uns qui au premier rang disent à toute la salle, on ne peut pas vous nourrir, que d'un seul coup, les gens qui sont dans leurs petites habitudes d'aller dans les grandes surfaces se disent, oh merde, ces gens-là sont hyper importants. Et là, un dialogue se fait. Parce que tout ce qu'on est en train de se dire là, définir les prix, c'est quoi le juste prix, les chartes qu'il faut faire avec les agriculteurs pour pas qu'ils se bouffent entre eux, hein, c'est du dialogue territorial. C'est du dialogue territorial. Il n'y a pas de truc jacobin qui va arriver et va vous dire on a trouvé la solution. C'est les populations acculturées qui peuvent trouver les solutions. Donc il y a deux choses, la sécurité civile qui rebondit avec les PAT. Les deux sont indissociables. Et il S'il y n'y a a, des budgets. s'il y a pas une charte de conduite avec des prix, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà mon mot de conclusion. Conclusion, il faut absolument mettre les gens en action parce que l'heure euh, est à la prise de conscience. Effectivement, comme le disait Michel, il y a d'un côté des gens qui nous disent qu'il n'y a plus de réserve de pétrole, et moi je le croyais pendant longtemps. Je vous invite à regarder les commandes d'avions, s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus d'hydrocarbures. Pourquoi d'un seul coup, il y a autant de commandes d'avions? Et qu'est-ce que fait Total en Arctique avec les Russes à les pomper dans les poches gazières? Pourquoi bizarrement, il y a un tel carnage en ce moment à Gaza, alors qu'au large de Gaza, il y a champ marine. Mais parce que ce qui va vous être vendu comme solution miracle d'énergie peu polluante, c'est le gaz, mes chers amis. Mais nous, petits Européens, pour l'instant, on dépend énormément de puissances étrangères qui n'ont pas forcément la même capacité à nous laisser parler comme on parle ce soir. Je vous invite à regarder ce que c'est le crédit social en Chine, la liberté de faire des manifestations gilets jaunes en Russie, par exemple. Aujourd'hui, on ouvre tous nos bouches pour être. On se dit, ouais, 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 ça va pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite s'organiser. Il faut vite s'organiser pour que nous soyons en capacité à rester dans le concert des nations avec une résilience digne de ce nom dans 35 000 communes, ne serait-ce qu'en France. Alors, pour vous joindre, un dernier mot, le site, ils vont sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour vous joindre, les gens, SOSmer.org, d'accord? sesr.org. Ça, Donc, c'est pour la partie. c'était ton mot de conclusion, Alexandre? Et géorésilience.fr, ça c'est pour tous les élus qui veulent acculturer très très vite leur population, parce que là on a été obligé de professionnaliser la chose. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont sur le marché, ils n'ont pas les CV qu'on a, dont un cyberhacker qui est vraiment très qualifié, il travaille pour cybermalveillance.gouv.fr. Donc à un moment, si à la préfecture on doit faire la démonstration qu'on peut tout arrêter, on peut le faire. Donc on s'est professionnalisé, ça s'appelle géorésilience.fr. Alors, quand je fais le constat de tout ce qu'on vient de vivre depuis l'après-guerre, et surtout depuis les années 70, 73 particulièrement, avec le choc pétrolier, et s'il y a bien une chose qui nous a été préjudiciable, et je dis bien une seule,
c'est la perte des savoir-faire. La perte des savoir-faire de notre pays, dans quelque domaine que ce soit. Et ça, s'il y a bien deux catégories qui sont responsables de cette situation-là, c'est celle de nos décideurs politiques et celle de nos hauts fonctionnaires d'État. Ça, j'en avais déjà parlé, c'était la création du CIASI, après le choc pétrolier, où Valéry Giscard d'Estaing avait chargé les hauts fonctionnaires d'État, notamment de l'inspection des finances, de venir au secours de certaines entreprises et d'enfermer d'autres. Et c'est à cette époque-là où les gens ont dit, oh non, non, mais ça, nous, on arrête. Non, non, mais l'étranger sait faire ça beaucoup mieux que nous. Et on a perdu des parts importantes de notre souveraineté en matière de production. Il y a des pans entiers qu'on a laissé tomber. Et ça, les deux catégories responsables, c'est les décideurs politiques et les hauts fonctionnaires. C'est criminel ce qui a été fait. Criminel, je le dis. Et aujourd'hui, on a un véritable devoir d'information. Il faut qu'on informe les gens et on a un devoir de pédagogie. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, si on veut agir, c'est ce que je dis et je redis sans arrêt, il faut que les gens puissent accumuler de la connaissance, qu'ils puissent avoir des clés de compréhension, euh, qu'ils soient en mesure de mener la bonne analyse, et après, on peut prétendre agir ensemble. Et je crois que là, en la matière, tout est à faire. Mais je pense, et moi je dis, il faut absolument, c'est vital pour notre pays, il faut que le consommateur devienne un consomme-acteur. Tant que les consommateurs ne seront pas des consommateurs, on ne résoudra rien. Et là, aujourd'hui, il faut prendre conscience que notre économie étant ce qu'elle est devenue, on aura certainement des périodes douloureuses à vivre. Je ne vais pas être dans le catastrophisme, mais ça va, pour certains d'entre nous, ça va être très, très difficile. Donc, il y a un moment donné, il faut réacquérir de la connaissance. Pour ceux qui peuvent, comment on peut se nourrir, parce qu'on peut très bien se nourrir, on peut très bien s'alimenter euh, avec un peu de connaissance et des produits de base. Mais ça, les gens ont perdu ça. Moi, quand je vois ce qu'il y a dans les caddies aujourd'hui, quand je me balade en grande surface, ça m'arrive de m'y balader de temps en temps, je suis effaré dans ce que je vois dans les caddies. Et il y a tout un savoir à réacquérir. Je pense que le travail est là. On a un travail d'information et un travail de pédagogie à mener. Voilà, c'était mon mot de conclusion. Oui, mais il est clair que, puisque la part de la matière première agricole dans un caddie de 100 euros, c'est environ 6,50 €. Et bien entendu que tout passe par la communication, l'information. Le problème, c'est que les multinationales et les gens qui sont cachés derrière les multinationales avec des filiales, bah, eux, ils ont les plateaux télé pour communiquer. C'est le cas de C'est qui le patron et beaucoup d'autres, hein. Et des groupes U, des groupes Leclerc, où ils mettent en photo un éleveur à l'entrée du magasin. Et l'éleveur, il vend deux vaches dans l'année, donc il gagne 400 € par vache, 4 et 4, 8. Il gagne 800 € dans l'année, il est en photo. Et puis la centrale d'achat a dit, nous faisons travailler les producteurs locaux. Ça s'appelle des beaux coups de com. Et ils font tous ça, ils vont tous être au salon de l'agriculture à manipuler la population. Donc ça, moi, je ne peux pas grand-chose. Il faut que les gens s'informent et comprennent où passe notre argent. Où passe notre argent? On sait où elle passe. Michel, tu l'as dit, dans le secteur marchand. Un dernier petit mot, Alexandre, de fin? Bon, alors ça va être le dernier petit mot de fin. Euh, Là, pour le monde agricole, n'oubliez pas une chose, vous êtes essentiel à la sécurité civile. Et bon nombre de maires des 35 000 communes sont contents de vous trouver quand il y a une période neigeuse, hein, pour aller avec des machines agricoles chercher des ressources. Quand il y a eu une tempête, pour retirer le fameux arbre qui entrave la route. Ils sont contents de vous trouver aussi quand bah, les pompiers sont débordés par des feux de champ ou des incendies de forêt avec vos poches à eau. D'où l'importance, hein, des plans communaux de sauvegarde, parce que quand votre poche à eau n'a pas le bon raccord avec les outils professionnels des pompiers, ben, il ne se passe rien. Vous comprenez que tout ça, c'est vraiment une réflexion collective. Mais toujours est-il que vous êtes essentiel à la sécurité civile. Alors, on ne peut pas vous demander d'être là quand il y a un problème et vous laisser crever
à petit feu, parce que, oui, mais vous comprenez, la grande distribution, et là-dessus, on vous renvoie sur le travail de Claude Diot et Martine Denette. Jamais il ne faudra laisser ces gens qui ont perdu des années de leur vie dans le silence. Jamais. Jamais. Parce que si vous avez, en tant que citoyen cette fois-ci, le malheur de déborder un peu des plans qui ont été déposés en mairie, ça ne se passe pas comme pour certains milliardaires de la grande distribution qui ne participent pas à la solidarité nationale et qui planquent une partie du magot sur des comptes offshore. Ça ne se passe pas comme ça pour vous. Donc, il faut être ferme. On a la chance d'avoir des institutions. Certains veulent péter les institutions, c'est le tout-pétisme. Mais ils sont complètement fous, ces gens-là, parce que les institutions se sont faits au fil des années. Ça a été du sang, des larmes. Il n'y a pas lieu de ne pas mener la chasse aux corruptions. Et ça se fait dans le dialogue. Il n'y a pas besoin d'aller se friter contre les CRS pour ça. Ça se fait à plusieurs électeurs sur pattes qui vont rappeler les fondamentaux. Donc moi j'appelle à une mobilisation du monde agricole qui a du mal à joindre les deux bouts, les groupes qui sont dans la préservation de l'environnement, les groupes contestataires qui aujourd'hui ne sont pas raccords entre leur tête et leur ventre. On a des gens qui veulent changer le monde avec la tête, et quand vous regardez dans le ventre, ils ont que les produits manufacturés qui rapportent à Vanguard Group, qui rapportent à State Street, qui rapportent à BlackRock. Ils n'ont pas la production alimentaire locale. Et pourquoi? Parce que même s'ils sont de bonne intention, même s'ils sont sincères, aujourd'hui, la culture qu'ils ont sur la nourriture est faite par les mêmes milliardaires qui leur bourrent le mou d'aller chez le discounter s'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est un vrai dialogue territorial. C'est sur le terrain des idées qu'il faut mener les combats les plus féroces. Et il faut absolument qu'il y ait une alliance entre les groupes, parce que l'enjeu est grave. La feuille de sécurité sur la résilience alimentaire est critique, et il faut qu'on puisse en parler avec nos élus. Ce sont les maires, ce sont les chefs des opérations de secours. En ce moment, il se passe des choses, il y a des appels d'offres pour des plans intercommunaux de sauvegarde. Les plans intercommunaux de sauvegarde, c'est ce qui va aller chercher dans les PCS des communes qui composent l'intercommunalité les moyens pour mutualiser, un peu comme les CUMA en agriculture, Oui. on se partage les moyens. Eh ben, là, c'est pareil. Le PICS, c'est essayer d'avoir des moyens pour se répartir en cas de crise, puisqu'il y a de plus en plus de crises climatiques. C'est pas des inventions, des inondations, des machins. Donc, à un moment, il faut bien mutualiser les moyens. Vous pouvez me dire comment on va pouvoir faire un plan intercommunal de sauvegarde si les plans communaux de sauvegarde ne sont pas à jour? Vous pouvez me dire qu'on va le faire? C'est impossible. Donc, c'est maintenant qu'on doit tous se mobiliser et arrêter d'avoir le cul assis dans le fauteuil à attendre le prochain gueulard, qui va nous dire, nous raconter le monde, et faire en tant que papa, en tant que maman, une démarche, quelques mètres pour aller à la mairie, dire, Monsieur le maire ou Monsieur l'élu en charge de notre sécurité, pouvez-vous nous dire, parce que c'est notre droit, ce qui est prévu en cas de crise alimentaire sur le territoire. Dernier point, nous sommes passés près de la correctionnelle avec le coronavirus. Rappelez-vous, les seuls qui avaient le droit d'aller au restaurant, c'était les routiers, dans les restaurants routiers, parce qu'ils ont mis une telle pression pendant cette crise coronavirus que si les camions s'arrêtaient, c'était la famine en France, Oui. ou des émeutes. Bref, donc on voit bien que ça dysfonctionne. C'est pour ça qu'il existe de plus en plus de commissions pour dire faut faire de la résilience, faut faire, faut faire. Non, c'est pas faut faire. Levons-nous, faisons. Voilà. Merci Merci. Alexandre. On va pas oublier, oui, de remercier Martine Denette et Claude Duot. Et allez, en une minute, tu as bien quelque chose à rajouter, Michel, avant qu'on clôture? Oui, bah, je pense que tout est dit, hein, tout est dit vraiment. Et là, je crois qu'il va falloir, c'est urgent. Je pense que là, on est à des changements majeurs dans notre société. Ça, il faut que les gens prennent conscience de ça. Hein, je vois en matière de police aujourd'hui, on part dans l'extrême. Moi, quand j'entends Monsieur Retailleau il y a quelques jours dire, oh, il va falloir prendre un peu de liberté avec l'état de droit,
Ça va nous emmener où? Si la police aujourd'hui commence à s'écarter de l'état de droit, où on va? Quand on entend de tels propos, moi, ça me choque. Déjà qu'on voit que on voit que la police déjà aujourd'hui, elle est déjà aux mains de certaines factions politiques. Hein, je citerai personne, mais tout le monde, on pense tous au même parti. Je me souviens d'un parti hein, qui a été aboli, hein, qui était très influent dans le syndicat policier. Aujourd'hui, là, on a des choses quand même qui font froid dans le dos. On voit l'intelligence artificielle. Là, on est en train de parler de l'IA, mais l'IA, elle est en train de tomber dans les mains de qui? Elle est en train de tomber dans des structures privées de police. Le SNAPS. On voit des gens aujourd'hui, on voit des sociétés hein, qui demain auront des missions de police, et ces gens-là sont en train de s'emparer de l'IA. Ça pose quand même là, on a vraiment, quand on creuse dans les problèmes de société aujourd'hui, ça interpelle. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Il va falloir que les gens se réveillent et agissent. Donc, Voilà. merci Michel pour ton mot de conclusion. Merci Alexandre. Donc, effectivement, on est à un tournant. Donc, merci. Puis à la prochaine vidéo, on fera un point, une autre vidéo si nécessaire, hein, Alexandre. On t'invitera si nécessaire, suivant les réactions de l'actualité. Merci beaucoup et à bientôt.